Le droit. Alors non, ce n'est pas juste un énorme bouquin poussiéreux rempli de règles ennuyeuses. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est un peu comme le code source, le système d'exploitation invisible qui fait tourner toute notre société et qui encadre presque tout ce qu'on fait tous les jours. Imaginez un peu un monde sans aucune règle. Qu'est-ce qui se passerait? Le chaos total? La liberté absolue? C'est la question fondamentale. Sans un cadre, est-ce que c'est la liberté pour tous ou est-ce que c'est simplement la loi du plus fort? Eh bien, face à ce dilemme, les sociétés ont inventé le droit. C'est la réponse qu'on a trouvée pour échapper à l'arbitraire et à la violence. Pour le dire simplement, le droit, c'est ce qui structure nos interactions. Mais attention, ce n'est pas qu'une liste d'interdits, loin de là. C'est un équilibre assez subtil. D'un côté, il nous donne des droits, et de l'autre, il nous impose des devoirs. Et pour bien saisir cet équilibre, il faut voir le droit sous deux angles bien distincts. Alors, justement, pour bien comprendre, il faut voir le droit sous deux facettes. D'une part, comme un grand système global, et d'autre part, comme les droits spécifiques que chaque personne possède. C'est vraiment la première grande distinction à faire. Voilà, c'est exactement ça. À gauche, on a le droit objectif. Il faut voir ça comme la totalité des règles du jeu de la société. C'est la loi du pays, la même pour tout le monde. Et à droite, on a les droits subjectifs. Ça, c'est ce que chaque joueur, chaque individu peut faire grâce à ces règles. Par exemple, mon droit de propriété. L'un, c'est le système, l'autre, c'est ce qu'on en retire personnellement. Ok, on a vu la vue d'ensemble. Maintenant, si on prenait une loupe pour examiner l'élément de base de tout système, la règle de droit elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'une règle est une vraie règle juridique, et pas juste un bon conseil? D'abord, son caractère général. Et ça, c'est super important. Une loi ne vise jamais une seule personne en particulier. Non, elle s'applique à des situations ou à des catégories de personnes. Ce qui nous amène directement au principe fondamental de l'égalité de tous devant la loi. Deuxième caractéristique, la permanence. Une loi, ce n'est pas un truc à usage unique. Elle est conçue pour durer, pour s'appliquer de façon stable jusqu'à ce qu'on décide officiellement de la modifier ou de la supprimer. C'est ce qui nous apporte de la prévisibilité et de la sécurité. Et on arrive au troisième point, peut-être le plus important, le caractère obligatoire. Une règle de droit, ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. On doit la respecter. C'est vraiment ça qui la différencie d'une règle morale ou de politesse. Mais alors, la question c'est, comment on s'assure que tout le monde obéit? Eh bien la réponse, ce sont les sanctions. C'est ce qui donne son mordant à la loi si on veut. C'est l'État, et seulement l'État, qui a le pouvoir de nous forcer à respecter la règle. L'idée, c'est bien sûr que la menace de la sanction soit dissuasive. Et on distingue en gros deux types de sanctions. Les civiles, qui visent à réparer un dommage causé à une autre personne, et les pénales, qui punissent un comportement qui nuit à la société tout entière. Bon, ça fait beaucoup de règles. Comment est-ce que tout ça s'organise? En fait, c'est assez logique. On peut diviser le droit en deux immenses domaines, deux mondes qui régissent pratiquement toute notre vie. Ce tableau l'explique très bien. D'un côté, le droit privé. Ça, c'est tout ce qui concerne les relations entre les personnes, les contrats consignes, la famille, le commerce. La logique derrière, c'est la liberté. De l'autre côté, le droit public. Là, on parle de l'organisation de l'État et de ses relations avec nous, les citoyens. Et là, le ton change, c'est impératif. Pourquoi? Parce que l'objectif est de protéger l'intérêt de tous, l'intérêt général. D'accord, mais concrètement, d'où est-ce qu'elles sortent, toutes ces règles? Elles n'apparaissent pas par magie. Elles proviennent de différentes sources. Et attention, il y a une hiérarchie très stricte entre elles. Toutes les règles n'ont pas le même poids. On peut voir ça comme une pyramide. Tout au sommet, intouchable, on a la Constitution. C'est la loi suprême, le socle de tout le système. Juste en dessous, les traités internationaux, puis les lois votées par le Parlement, ensuite les décrets, et ainsi de suite. Le principe est simple mais fondamental. Un texte qui est plus bas dans la pyramide doit toujours respecter ce qui est écrit plus haut. Un simple arrêté ne peut jamais contredire la Constitution. Maintenant qu'on sait d'où elles viennent, suivons le parcours d'une loi, de sa naissance à sa mort. Comment une simple idée devient une règle obligatoire pour des millions de gens? C'est un processus bien balisé. Alors tout commence par une proposition. Elle est ensuite débattue et votée par l'Assemblée. Si elle est adoptée, le président de la République la promulgue. Mais l'étape vraiment décisive, c'est la publication au journal officiel. C'est seulement à cet instant que la loi entre en vigueur et devient obligatoire pour tous. Et sa vie s'arrête par l'abrogation, lorsqu'une nouvelle loi la remplace ou la supprime. Et dès l'instant où la loi est publiée, un principe absolument fondamental entre en jeu. Nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr, c'est une fiction, personne ne connaît toutes les lois. Mais c'est une fiction nécessaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas se défendre en disant « Ah, mais je ne savais pas ». À partir du moment où c'est publié, le système part du principe que tout le monde est au courant. Bon, on a parlé du grand système, le droit objectif. Revenons un instant à notre échelle, à l'échelle de l'individu. Parce que la finalité de toute cette immense machine, c'est de définir et de protéger nos droits personnels, nos fameux droits subjectifs.
Et ces droits personnels, on peut les classer en deux grandes familles. D'abord, les droits patrimoniaux. Ça veut dire qu'ils ont une valeur en argent, ils font partie de notre patrimoine, une maison, une créance, on peut les vendre, les échanger. Et puis il y a les droits extra-patrimoniaux. Eux, ils font en dehors du patrimoine, ils n'ont pas de prix. Ils sont liés à notre personne, le droit au nom, le droit à l'honneur. Ceux-là, évidemment, on ne peut ni les vendre ni les acheter. Très bien, mais que se passe-t-il si quelqu'un ne respecte pas un de nos droits? La réponse est simple et non négociable. Nul ne peut se faire justice à soi-même. On n'a pas le droit de régler ses comptes soi-même. Pour ça, l'État a prévu une seule voie, la justice, avec ses tribunaux. C'est le seul endroit où l'on peut légitimement demander la protection de ses droits. Et on termine avec cette réflexion. Le droit, avec toutes ses obligations, toutes ses interdictions, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que, au contraire, c'est la condition même de notre liberté? En limitant un peu la liberté de chacun, il garantit la sécurité et la liberté de tous les autres. C'est peut-être ça le paradoxe fascinant au cœur de tout système juridique.